Bonjour, bon après-midi ou bonsoir à tous et bienvenue dans le podcast de La Niche Aventure. Je suis Claire et je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode du podcast. Dans la vie, je suis éducatrice comportementaliste canin et créatrice de contenu sur Internet et ma mission, c'est d'aider un maximum de monde à comprendre son chien. Toutes les 2 semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées autour des divers sujets du monde canin. Mes invités viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'ils ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Juste avant de lancer cet épisode, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à me soutenir financièrement sur Tipeee si vous le souhaitez, ou plus simplement à vous abonner et à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission dans votre appli de podcast préféré. Votre soutien m'aide énormément à faire connaître mon travail au plus grand nombre et je vous en remercie. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter en barre d'infos de cet épisode. Et je suis ravie de vous partager aujourd'hui ma conversation avec l'équipe de Madame a du chien. Julia Téchenet, Pauline de Barda et Margot Labarthe sont toutes les 3 à l'origine de ce projet et viennent nous raconter leur parcours et l'histoire du podcast engagé qu'elles ont décidé de co-créer. Entre féminisme, éthique, conditions animales ou encore consentement, Madame a du chien est le nouveau média qui tente de donner de la matière à réfléchir et à déconstruire sur des sujets de société fondamentaux. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Julia, Pauline et Margot. Et bonjour les filles, je suis ravie de vous accueillir sur La Niche. Je suis ravie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. On va commencer directement par les présentations. Qui êtes-vous à tour de rôle? Bonjour Claire, merci beaucoup à toi de nous avoir invités sur ton podcast. On est très très contente. Alors nous, on est la team Madame a du chien, voilà. Et moi, je suis Julia et à côté de moi, il y a Margot. Salut, merci pour l'invitation. Et je suis là aussi, donc moi c'est Pauline et merci aussi Claire pour ton invitation. On est ravis d'être ici avec toi aujourd'hui. Avec grand plaisir. Avant de parler de Madame a du chien, peut-être qu'on pourrait commencer par présenter un peu vos parcours à chacune d'entre vous, que ce soit dans le monde du chien ou ailleurs. Comment est-ce qu'on en arrive à ce dont on va parler aujourd'hui, qui est ce nouveau podcast Madame a du chien? Moi, je suis ingénieure en neurosciences et en éthologie. Donc, je me suis spécialisée en biologie animale. J'ai un parcours qui a d'abord été au niveau de la recherche, puis après au niveau de la production. J'ai été ingénieure agricole pendant 7 ans. Et après, j'ai aussi eu des boulots de prof en biologie alimentaire et animale. Enfin, voilà. J'ai été à la base vraiment passionnée d'équitation. Et puis, à ma première grossesse, j'ai plus trop pu rester debout. Et j'avais ma petite gypsy berger australien qui était à mes pieds. Et du coup, j'ai décidé de commencer à faire des tricks avec elle. Pour moi, en tout cas, c'est là que l'aventure avec les chiens a vraiment changé de juste animal de compagnie à passion viscérale. C'est là où j'ai pu comprendre que tout ce que j'avais appris à la faculté, en école d'ingé et tout, sur les sciences de l'apprentissage, l'éthologie, l'étude du comportement, que j'avais fait plutôt sur des espèces sauvages, c'était des choses qui pouvaient complètement s'appliquer sur le chien. Et j'ai rencontré ma Juliette, ma Juju, qui est donc mon associée depuis le tout départ dans l'aventure Danse avec ton chien. Et donc, moi, actuellement, je gère une entreprise en ligne où on donne des conseils d'éducation canine en méthode positive. On apprend aux gens à apprendre plein de tours rigolos à leurs chiens en leur faisant comprendre comment fonctionnent les sciences de l'apprentissage, comment ça fonctionne la motivation chez un chien. Et il y a très peu de temps, il y a Sophie Bourdon qui a intégré mon équipe officiellement et qui, elle, est instructrice en medical training. Et ça fait un peu plus d'1 an et demi qu'on accompagne aussi les gens à comprendre qu'on peut soigner les animaux avec leur consentement. Et donc, toute la démarche, en tout cas chez nous dans Danse avec ton chien, tout est vraiment centré autour du consentement chez l'animal, qui est vraiment une grosse prise de conscience chez nous, que ça doit être vraiment le centre de la relation avec un animal. Moi, je suis dans les Landes, ça fait 2 ans que j'ai rejoint une association féministe suite à une rencontre incroyable d'une femme merveilleuse qui est venue m'enregistrer en podcast chez moi, sur un podcast qui s'appelait Les femmes de chez moi. Et c'est donc Margot qui est à ma droite, qui va se présenter. Et Margot m'a entraînée dans son univers féministe, militant bienveillant, j'ai envie de dire, parce que
pour moi, à la base, le féminisme, c'était quelque chose qu'il fallait surtout pas... fallait pas y aller vers, quoi. C'était l'enfer. C'était vraiment les extrémistes, les colériques, les castratrices. Et voilà, c'était un univers dangereux. Et puis, j'ai rencontré Margot qui m'a fait comprendre doucettement que j'étais féministe à l'intérieur de moi et qui m'a aidée à éclore en tant que vraiment féministe engagée militante. Et donc aujourd'hui, c'est ça, je kiffe les chiens, je kiffe faire découvrir aux gens à quel point les chiens sont géniaux. Et j'ai envie aussi qu'au niveau de la société, les chiens et les autres animaux soient un petit peu mieux considérés. Et donc, je remercie Margot, qui est à côté de moi, pour ça, parce que c'est grâce à elle que j'ai pu comprendre qu'être féministe, c'est vraiment un truc de dingue. C'est être une femme forte, courageuse, qui arrête d'être opprimée et d'être une victime et qui va dans la société, qui peut aussi se battre pour protéger autre chose que les femmes, autre personnes que les femmes, autres individus, on va dire, parce que aujourd'hui, moi, mon engagement, il est vraiment auprès des animaux. Elle a bien parlé, ça va être dur de passer après. Du coup, comme vous l'avez sûrement compris par rapport à ce que Julia vient de dire, moi je suis militante féministe, mais j'ai un travail. J'ai un métier à côté qui me paye parce que le militantisme, c'est plutôt bénévole et donc ça ne me rémunère pas. Je suis journaliste et productrice de podcast aussi. Je fais des ateliers d'éducation aux médias. J'accompagne à la création de podcasts des associations, des entreprises, les gens qui ont envie, quoi. Les collectivités territoriales aussi, par exemple. Et je suis aussi étudiante-chercheuse en études sur le genre. Tout ça, c'est fortement lié, en fait. Moi, j'ai commencé mon travail de journaliste en revenant dans les Landes, parce que je suis originaire des Landes, en revenant en 2017. J'ai travaillé dans une radio associative pendant 5 ans. Et en fait, en revenant dans les Landes, mon regard sur ce département a changé. Parce qu'en tant que landaise, j'ai toujours entendu qu'il n'y avait rien à faire chez moi, que c'était un territoire mort, que c'était, attention, expression vulgaire, le trou du cul du monde. Et en fait, en arrivant à la radio, je me suis rendu compte que c'était vraiment une légende, qu'il y avait énormément de gens qui mettaient des choses en place sur ce territoire, qui créaient. Il y a un vivier associatif qui est fascinant. Mais ce vivier associatif ne contenait aucune association féministe. Ou alors, c'était des assos relativement institutionnelles, comme le CIDF et le planning familial, qui sont hyper importantes, hein, je dis pas le contraire, mais qui n'allaient pas vers un féminisme... qui m'intéressait en 2017, là, quand je suis revenue dans les Landes et que je cherchais des structures militantes, quoi. Et tout ça, c'était au moment de MeToo aussi. Donc, il y a vraiment eu plein de choses qui se sont mises en place. Et donc, moi, j'ai cherché des structures militantes, j'en trouvais pas. Donc, j'ai monté l'association dont parlait Julia, qui s'appelle Team Sama, parce que je voulais créer un festival féministe. Je me suis dit, tant qu'à faire, quitte à mettre en place quelque chose, autant que ça se voit, autant que ce soit gros, autant que ça fédère des gens. J'ai monté le podcast aussi Les Femmes de chez moi, qui me tenait à cœur parce que dans ma prise de conscience féministe, je me suis rendu compte que les femmes dans les médias, en tant que journaliste, les femmes dans les médias étaient sous-représentées, que ce soit donc en tant que journaliste ou en tant qu'experte. La plupart du temps, c'était des hommes. Et les femmes qu'on voyait, c'était très souvent des femmes plutôt parisiennes, parce que la concentration des médias fait que on prend les femmes qu'on a sous la main, entre guillemets. Donc moi, je voulais valoriser aussi des femmes de mon territoire, en fait, des femmes que j'avais autour de moi, parce que je pense que ça aussi, ça contribue à changer l'image qu'on a d'un territoire, de se dire il y a des personnes sur le terrain qu'on côtoie tous les jours qui font des choses et qui mettent en place plein d'initiatives. Ça va changer cette idée que les Landes, c'est un territoire mort. Et donc, pour asseoir mes connaissances, je me suis dit, tiens, reprenons des études, parce que je m'étais arrêtée avant mon master, moi. Donc là, je suis trop contente d'avoir repris, de faire de la recherche, de mettre en parallèle le terrain, parce que moi, je suis militante de terrain, donc je fais des choses, mais avoir la théorie derrière qui va avec... c'est hyper cool, et être en contact aussi avec des profs hyper intéressantes et des élèves. Ça donne lieu à plein de réflexions. Alors moi, j'ai un chien, mais je ne suis pas autant impliquée que Julia et Pauline dans le monde du chien. C'est elles, d'ailleurs, qui me font me poser plein de questions sur comment
éduquer ce petit animal qui s'appelle Basile et qui est trop mignon. Et qui me font réfléchir aussi à toutes ces connexions entre les questions féministes et l'éducation positive. C'est une aventure géniale là, qui est en train de se mettre en place. Elles sont hyper intelligentes toutes les deux, hyper intéressantes et vraiment, je pense que ce podcast, ça va être une mine d'or pour des réflexions qui lient plein de mondes différents. Parce que c'est ça aussi les questions féministes, c'est que ça touche à plein de luttes sociales, à plein de sphères de la société. Et Pauline et Julia l'ont déjà bien démontré là, avec leur dernier petit post et leur dernière vidéo. Et là, ce podcast, ça va être le feu. On va mettre le feu. Donc moi, de mon côté, j'ai eu plusieurs vies, mais on va s'en tenir à la vie, on va dire, autour du chien. Donc j'ai commencé dans le monde du chien. Moi, j'avais environ 17 ans. J'avais toujours voulu des chiens. C'était vraiment le truc que je réclamais tous les Noëls à mes parents. Et l'année de mes 17 ans, l'année où je quitte la maison, c'est l'année où ma mère se dit « Tiens, si on prenait un chien ?» Donc je l'ai un peu mauvaise sur le coup, mais je suis quand même trop contente. Et je découvre à ce moment-là les clubs canins, l'éducation canine, on va dire avec l'approche, on va dire, à l'ancienne. Donc voilà, soumission, collier étrangleur, etc. Je me rends compte que ça passe pas des masses. Enfin, je vois bien que ça... On n'y est pas, en fait. Il y a un petit souci. Et puis, je m'investis énormément là-dedans parce que ça me passionne. J'adore mon chien, j'adore les chiens, j'adore les gens qui ont des chiens. Et donc, je m'investis de plus en plus. Et on me propose de donner des cours, donc je suis ravie. Je commence à me former aussi avec les formations qu'on peut avoir quand on est en club. Et je commence également à donner des cours. Et là, je me rends compte qu'il y a un écart énorme entre ce qu'on prétendait faire, c'est-à-dire on travaille dans le respect du chien, et puis la pratique, parce que plus je prenais des connaissances sur comment le chien fonctionnait, plus je me rendais compte que ce qu'on faisait, ça l'était pas en fait. Et j'ai connu mes premiers clashs déjà à l'époque, donc j'avais à peine 20 ans et je débutais juste. Donc avec en face de moi des gens qui étaient très convaincus de leur façon de faire, sans aucune base de connaissances, de rien du tout, mais on a toujours fait comme ça. Plus voilà, le rapport de tu es jeune, tu es une femme, donc qui es-tu pour oser nous dire que c'est pas comme ça qu'on va faire avec les chiens ? À force de trop de frustration, ça m'a conduit à ne plus vouloir donner de cours en club parce que ça me prenait beaucoup trop d'énergie et c'était toujours déprimant de voir les chiens passer après avec un autre moniteur qui allait complètement casser le boulot. Donc c'est ce qui m'a poussée à me lancer en pro et à créer ma structure, donc Déclic et des chiens, qui va fêter ses 10 ans cette année déjà, le temps passe vite. Et en parallèle de tout mon travail d'éducation, donc moi je me forme auprès de pros en France, à l'étranger aussi beaucoup, parce qu'à l'époque c'était beaucoup moins développé que ça peut l'être aujourd'hui. Et je suis toujours très envieuse des éducateurs canins qui commencent maintenant, parce qu'il y a tellement d'infos, tellement de formations disponibles. Et voilà, c'est une vraie chance qu'ils ont et j'espère qu'ils s'en rendent compte. Donc je me lance sur le côté éducation, aussi également beaucoup sur le côté sport canin, notamment l'agility, qui pour moi c'est ma grande passion, c'est ce que je préfère faire avec les chiens. Et j'adore tout ce qui est l'apprentissage, apprendre des choses au chien tout en respectant son physique, son mental, comment est-ce qu'on peut travailler le mental d'un chien, comment est-ce qu'on peut le rendre plus à l'aise. Et l'agility permet d'avoir un peu tout ça, plus le partage avec l'humain. Enfin bref, pour moi c'est une vraie passion, ce sport canin. Et dans un premier temps, je me détourne complètement du travail du comportement canin parce que ça me semblait pas intéressant pour le dire de manière polie, mais voilà, tout ce qui était les problématiques de comportement avec les outils que j'avais, c'était pas du tout envisageable. Enfin, ça me semblait inadapté, et pourtant j'avais des très bonnes formations dans tout ce qui était le positif, mais ça correspondait pas à ma vision du chien. Et me retrouvant avec un chien réactif, j'étais confrontée à des situations où je devais traiter vraiment le comportement dans la vie de tous les jours. Et en fait, j'ai vraiment appliqué ce que moi j'avais appris dans l'approche, en tout cas, de la modification comportementale grâce au sport canin sur le côté problématique comportementale. Et je me suis remis dans le comportement canin par ce biais-là. Et depuis, je fais quasiment que ça parce qu'il y a une énorme demande pour travailler les chiens difficiles avec une approche en positif basée sur la science et l'apprentissage et pas sur... des théories un petit peu fumeuses ou des représentations un petit peu archaïques. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment ce que je fais. J'accompagne les gens qui ont des chiens difficiles et je les aide en appliquant des méthodes positives. Donc je le fais à distance, je le fais dans le centre canin que je suis en train de créer. Parce que j'ai dû déménager parce que j'avais pas assez de place. Donc aujourd'hui, on est en train de créer le centre canin. On a 6 hectares. On est en train de créer des logements pour pouvoir accueillir les gens sur place. Bref, c'est vraiment l'autre gros projet en ce moment.
Et tout au long de mon parcours, j'ai été aussi très rapidement et très régulièrement confrontée à d'autres approches, on va dire, de l'éducation canine et surtout aux personnes qui les représentent. Et ça a été des vrais combats, soit via les réseaux, soit en présentiel, de longs débats avec des personnes, bien souvent des hommes, qui avaient une représentation du chien et l'éducation du chien qui était extrêmement basée sur des rapports de domination, de dominance. Donc voilà des termes qu'on entend très souvent dans certains milieux d'éducation canine. Mais aussi, ces façons de procéder avec le chien s'appliquaient aussi avec les humains. C'est-à-dire qu'il y avait aussi une approche très agressive et violente envers leurs propres élèves ou envers les autres. Et j'ai clairement, très rapidement perçu qu'il y avait un tout, en fait. C'était un petit peu un package en général. Et que ce qu'on pouvait retrouver dans l'approche avec le chien, on la retrouve aussi dans l'approche avec l'humain et dans l'approche avec les autres éducateurs. Donc tout ça a atteint son paroxysme l'été dernier, quand j'ai été la cible d'un de ces messieurs qui a donc une énorme audience et qui avait été rebondir sur une de mes vidéos qui avait fait le buzz et qui m'a envoyé des tonnes et des tonnes et des tonnes de harcèlement en fait via sa communauté. Ça s'appelle du trollage et ça a duré des semaines entières et je parle de 500 000 commentaires par jour que j'ai dû modérer, que ce soit sur mes compétences, sur mon physique, sur le fait que j'étais une femme, sur le fait que les méthodes positives, ça ne pouvait pas fonctionner, etc. etc. Et donc voilà, j'ai pris cher, comme on dit. Mais ça a eu plein de bonnes conséquences, notamment le fait qu'avec Julia, on échange beaucoup plus et qu'on se rende compte qu'on était toutes les deux outrées par ces procédés à la fois envers les chiens et à la fois envers les humains, et notamment envers les femmes, puisque c'est des personnes qui ont l'habitude de venir parler des éducateurs, et plus particulièrement des éducatrices en positif. Donc parfois avec des termes plutôt mignons quand on parle de bisounours, parfois avec des termes beaucoup moins sympathiques, voire même très insultants. Et c'est vraiment une façon aussi de communiquer et de venir transmettre des idées qui représentent aussi ce qui est les idées d'une partie de la société et qui émanent directement du patriarcat et de la vision qu'on peut avoir de l'homme, de la femme et des compétences de chacun et des rôles de chacun vis-à-vis du chien, de l'éducation. Bref, c'est vraiment plein de niveaux de compréhension qui viennent s'intriquer les uns les autres. J'ai pas vraiment parlé aussi de mon approche féministe. Moi, c'est quelque chose qui est arrivé assez tôt dans mon parcours, à peu près en même temps que le chien. Donc, même si c'était moins présent que ça, mais je me rends compte avec le recul que j'avais mes profs féministes à la fac, que j'admirais énormément, avec qui je parlais beaucoup. Et voilà, de fil en aiguille, tout ça a continué à se construire. Et c'est un sujet qui me passionne énormément. Ma bibliothèque féministe est aussi grande que ma bibliothèque canine. Et les deux sont énormes. Donc c'est un sujet qui me parle énormément, dont je parlais très peu jusqu'ici, parce que je pensais que c'était pas forcément le sujet, mais en fait, le fait est que ça le devient de plus en plus. Et c'est comme ça qu'on est arrivé aussi à en parler avec Julia et puis avec Margot, et arrivé à Madame Maduchien aujourd'hui. Ok, merci beaucoup déjà pour ces présentations qui sont aussi riches que variées, parce que c'est vraiment chouette de voir que vous venez finalement de 3 horizons assez différents à la base et que vous vous retrouvez sur un projet commun tout ensemble aujourd'hui. Donc c'est très chouette, donc merci de nous avoir partagé ça. Du coup, pour revenir un peu sur l'histoire de ce projet, je crois que vous avez toutes les 3 un peu commencé à amener des bribes de comment est-ce que la rencontre s'est faite. Est-ce que vous pouvez nous partager un petit peu plus à quel moment est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il manquait un média là-dessus, et c'était quoi un petit peu le postulat de départ? Comment ça s'est fait? Alors moi déjà, en ce qui me concerne, c'est le jour où j'ai rencontré Margot que j'ai découvert ce que c'était qu'un podcast, parce qu'elle est venue chez moi et elle m'a enregistré. Et ensuite, j'ai écouté cette émission et plein d'autres. Et je me suis dit, mais c'est ouf, les podcasts, c'est trop bien. Parce que ça te pollue pas les yeux, ça rentre dans ta tête. Enfin, moi, j'ai fait je suis présente sur YouTube. J'adore tout ce qui est audiovisuel. J'adore la création de vidéos. J'adore la création de contenu globalement. Et voilà, aider les gens dans leurs réflexions, dans leurs apprentissages. Mais le podcast, je trouve que c'est assez exceptionnel parce que ça te guide pas au niveau de tes yeux. Donc, j'ai l'impression, en tout cas moi, que ça rentre vraiment plus dans ta tête et que ça va déverrouiller des petits loquets et que
il y a des choses qui vont après rester comme ça et qui vont te faire avancer dans ta réflexion. Et en fait, voilà, le podcast, je trouve que c'est vraiment un outil de communication exceptionnel. Donc déjà, merci Margot de m'avoir fait découvrir ça. Ensuite, moi, je suis autodidacte sur beaucoup de choses. Donc pour Danser avec ton chien, j'avais commencé un petit podcast. D'ailleurs, je pense c'était à peu près à ce moment-là, Claire, qu'on avait dû prendre contact parce que... Je pense qu'on s'est lancé un peu en même temps, mais moi, c'était juste des tout petites réponses à des questions qu'on me posait. C'était sous forme de 5-8 minutes. Mais je trouvais déjà super cool, en fait. Je trouvais ça vraiment rigolo et ça a hyper fonctionné. Et j'ai vu que les gens, en fait, ils aimaient bien. Ensuite, j'avais lancé une autre aventure qui s'appelait Cerise et Cracotte, où là, on avait commencé des vraies interviews. Et là, j'avais trouvé vraiment hyper passionnant. En fait, je faisais ce que tu fais là, actuellement. Et sur des sujets, c'était vraiment le chien dans la famille. Voilà. Et c'est vrai que... Cerise et Cracotte, c'est une aventure qui s'est terminée il y a déjà plus d'1 an et que je m'étais dit j'aimerais bien faire quelque chose en podcast, mais je sais pas quoi. Pauline, du coup, on a pris contact ensemble l'année dernière parce que Pauline s'intéressait au medical training et donc on a commencé à échanger ensemble et puis il s'est avéré que il y a eu des petits points d'accroche sur des sujets et j'ai commencé en fait à assumer mon féminisme. Et Pauline, elle m'a dit « Ah, je trouve c'est cool que tu arrives à en parler. Moi aussi, je suis féministe, mais voilà, jusqu'alors, je trouvais qu'il fallait pas mélanger le chien, le féminisme. Enfin, tu m'interromps, Pauline, hein, si je dis des bêtises. Je pense que Pauline était à ce moment-là la toute première personne du monde du chien à m'avouer qu'elle était féministe, quoi. Et c'est genre, je me suis dit, mais on est deux. Et après, en fin de compte, Juliette m'a dit aussi qu'elle était féministe. Puis il y a plein de gens qui ont émergé dans mon environnement, genre, mais nous aussi, nous aussi, nous aussi. Et genre, tout le monde gardait ça secret, comme s'il y avait vraiment une grosse scission entre les deux univers, qu'on pouvait pas être dans le monde du chien et être féministe, que ça n'avait rien à voir, que c'était deux trucs qu'il fallait pas traiter ensemble. Et donc, Pauline, elle a très bien parlé tout à l'heure de cet homme vicieux et pervers et avec un ego surdimensionné qui a fait du contenu plus que horrible sur elle. Parce qu'il faut le dire, Pauline n'a pas écouté ce que ce gars a fait sur elle. Moi, je l'ai écouté sur toutes les plateformes. J'en ai fait une parodie sur Danse avec ton chien. Tellement ses propos sont absurdes et méchants et horribles. Et en fait, de là est née une espèce de solidarité, de sororité entre Pauline et moi. C'est vraiment, on peut lui dire merci, au moins pour ça. C'est que il a réussi à nous mettre très en colère en même temps. Et en fait, ce qu'il se rend pas compte, même lui et les autres, ce qu'ils se rendent pas compte, c'est que à force de faire leurs bêtises là sur les réseaux, ils sont en train de monter des armées solidaires et bienveillantes qui vont les détrôner, quoi. Parce qu'il y a un moment, ils vont être détrônés et après ils existeront plus. C'est obligé, quoi. C'est ces personnes-là qui prônent la domination, le coercitif, la soumission et la chose qui m'a semblé la plus logique, c'était déjà d'apporter tout mon soutien à Pauline. Et donc, on a fait un live ensemble. Et avant de faire ce live, on s'était du coup téléphoné et j'avais vu que Pauline, elle avait une voix suave et charmante. Et, et je lui avais dit, moi, j'ai un projet de podcast, Pauline. Et je lui ai dit... peut-être je te ferai intervenir, ça pourrait être un sujet qu'on pourra traiter. Et Pauline, elle m'a dit « Ah, mais moi aussi, le podcast, ça me fait bien kiffer, c'est un truc que j'aime bien et tout. » Et puis, au fur et à mesure, en fait, on s'est dit « Ok, on fait un truc ensemble ou pas alors ?» Que de là, on a commencé à discuter ensemble de « Ok, on le fait. » On le fait. Clairement, la vidéo qui a fait polémique, donc on peut peut-être en parler un peu plus en détail, c'était une vidéo sur la caresse. Dans l'apprentissage chez le chien. Et en fait, pendant le live qu'on a eu ensemble, on a tenté d'expliquer aux gens que c'était plus qu'un problème de un chien qui n'a pas envie d'être caressé, un humain qui veut forcer le chien, que c'était un problème de consentement et d'écoute attentive de l'individu, de lui, ce qu'il ressent, de ce qu'il a envie et de ce que nous, on imagine, pourquoi on a un chien et de la place de l'animal dans notre société de ça. Et on a commencé à parler un peu de féminisme,
et les gens ils ont commencé à dire quoi, mais non, mais là on s'égare, ça n'a rien à voir, alors que si, avec Pauline on était là, mais si les gens, et on a senti qu'on les avait perdus, que vraiment encore une fois cette espèce de scission entre mais lâchez-nous avec vos trucs de féministes quoi. Du coup on a décidé voilà, après plusieurs fois où on s'est appelé, plusieurs heures d'échange, parce que on est très bavarde et vraiment passionnée, de consacrer de notre temps, mais de notre temps personnel, de nous investir vraiment dans ce projet qui était d'essayer d'éduquer aussi sur ces deux sujets en parallèle, d'essayer d'entraîner notre communauté dans cette déconstruction. C'est vraiment le terme, quoi. C'est vraiment les prendre par la main et leur dire, pour ceux qui ont envie, hein, pour les autres, c'est pas obligé, mais pour ceux qui ont envie, on va vous expliquer en fait où est le rapport et pourquoi il faut enlever cette barrière entre les deux. Et surtout, ça m'a tellement mis en colère ce qui s'est passé auprès de Pauline, parce que ça aurait pu très bien m'arriver à moi, quoi. Ça me semblait évident qu'il fallait qu'on fasse quelque chose, quoi. J'en ai tout de suite parlé à Margot, en fait. Et j'arrêtais pas de dire à Margot, il faut que tu nous aides, il faut que tu arrives à nous trouver des ateliers pour la riposte, parce que on n'a pas les armes, en fait. On peut pas répondre, on peut pas se protéger les uns les autres, on peut pas répondre. Et actuellement, on le voit actuellement sur les réseaux sociaux, ce qui se passe, que ces gros comptes qui prônent la domination, la soumission, la coercition, vraiment les saccades, la manipulation forcée, la contention, la mise en présence de choses, objets ou individus qui font peur à l'animal et tout ça. Enfin, vraiment, ils nous écrasent de haine. Ils ont zéro connaissance. Franchement, ils sont rien et ils arrivent à triompher. Et surtout, la vague de haine que Pauline, elle s'est prise, ça devrait être payé, ça. Parce que c'est trop grave ce qui s'est passé. Et donc, moi, ce que j'ai dit, c'est il faut qu'on prépare la riposte. Il faut qu'on se batte de manière pacifique. On va déconstruire pour mieux reconstruire, quoi. Trop cool. C'est hyper intéressant parce que ce double sujet, pour ceux qui écoutent le podcast régulièrement, vous saurez peut-être souligner qu'en fait c'est un sujet, le féminisme, on en vient dans beaucoup d'épisodes quand on commence à parler de méthodes positives, tout simplement parce que ça touche à des valeurs et que le féminisme porte des valeurs qui sont communes avec ce qu'on essaye de transmettre dans une autre relation à l'animal. Donc c'est hyper intéressant d'avoir consacré un média entier sur ce sujet. C'est pour ça que je voulais le mettre en lumière aujourd'hui, parce que, voilà, à mon sens, c'est un sujet qui est complètement lié à notre métier. Féminisme et éducation canine sont complètement liés et ça se vérifie au travers de beaucoup d'épisodes que j'ai pu enregistrer. Donc je suis vraiment ravie que ce projet se concrétise là-dessus. C'est vraiment cool. Est-ce que vous voulez ajouter des choses sur l'histoire du projet ? Et j'aimerais parler d'un petit truc, c'est en fait le féminisme donc qui a pour objectif de combattre le système patriarcal a énormément étudié dans plein de domaines. Enfin, Margot pourra peut-être aussi en parler puisque c'est son domaine de prédilection. Mais le féminisme en lien avec les animaux, c'est un sujet qui aujourd'hui reste très neuf, qui est très peu étudié, où on a très peu de ressources. Parce qu'il y a aussi peu de choses qui remontent là-dessus et c'est pas forcément un besoin qui est aujourd'hui au centre des préoccupations, même si on voit un peu plus aux États-Unis de plus en plus de chercheuses, hein, parce que c'est bien souvent les chercheuses dans ce domaine. On n'a pas forcément aujourd'hui une littérature qui est riche sur ce sujet. Et je pense aussi que par le biais d'initiatives de ce genre et le fait que ce soit quelque chose dont on parle de plus en plus, on peut espérer que ce soit des problématiques et des sujets qui deviennent plus connus et qui vont avoir un écho dans des parties plus militantes, en tout cas chez des personnes qui vont avoir les outils pour amener ces sujets-là, parce que nous, ça reste pas forcément notre corps de métier, on l'a dit, c'est pas notre sujet de base en fait, mais c'est quelque chose qu'on vit, c'est quelque chose qu'on vit tous les jours en tant que femme, c'est des choses qu'on vit tous les jours en tant qu'éducateur canin, qu'éducatrice canin, c'est des choses qui sont de notre quotidien et si on peut aussi participer à ça par ce biais-là, c'est-à-dire non seulement montrer et plus en parler auprès des gens, mais aussi que ce soit un sujet qui remonte et qui devienne une vraie préoccupation à d'autres niveaux du féminisme, je pense que ça serait aussi une très belle victoire.
Du coup, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce podcast? Quels thèmes seront abordés et sous quel format du coup parce que du coup vous êtes 3 derrière le micro. Comment ça va se présenter? Et le podcast Madame a du chien, donc vous retrouvez un épisode par mois, le 8 de chaque mois. Et le 8, on a choisi la date un peu symbolique parce que le 8 mars, comme vous le savez tous, c'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Et donc, on s'est dit que pour se greffer dans le mouvement militant international qui unit les femmes et toutes les personnes que ça intéresse le 8 mars, on s'inscrit là-dedans avec ce podcast en le publiant les 8 de chaque mois. Alors, concernant la structure, je pense que ça va surtout s'apparenter à une discussion un peu comme ce qu'on fait là. Ça va être plutôt au fil de l'eau. On a relevé une douzaine de sujets qu'on voulait aborder, même plus, mais on s'est restreinte pour avoir un épisode par mois sur une année au moins pour la saison 1. Mais du coup, on a déjà de la réserve pour la saison 2. Et sur le premier épisode qu'on a déjà enregistré, c'est comme ça que ça s'est passé surtout, tu vois, c'est vraiment une conversation entre nous 3. Donc là, forcément, c'était l'introduction. Donc c'était un peu ce qu'on vient de faire là, reprendre ce qui nous réunit toutes les 3 et ce qui nous anime dans cette question du consentement, de l'éducation positive et des questions féministes et voir comment finalement c'est intrinsèquement lié. Et après, il y a plein de questions que des gens peuvent se poser en fait dans la vie de tous les jours sans nécessairement être impliqués dans l'éducation canine, dans l'éducation positive, dans les combats féministes. Mais c'est des questions sur des expressions qu'on emploie. Des choses qui sont passées dans le langage courant et qui sont même pas interrogées parce que c'est des termes qu'on emploie tous les jours et qu'on remet jamais en question, à savoir le titre déjà du podcast Madame a du chien. Qu'est-ce que c'est que cette expression? D'où ça vient? Pourquoi on l'emploie? Qui l'emploie? On va s'interroger aussi sur la manière dont on consomme de la viande, par exemple. Qu'est-ce qui fait qu'ici, on va être OK pour manger du porc, mais pas du chien, et inversement, peut-être dans d'autres pays? En fait, on va parler aussi un petit peu des sujets qui vont toucher le féminisme et le monde du chien, mais pas que. Ça va être aussi le monde de l'animal de rente, de l'animal de compagnie, de l'animal de consommation et de l'animal sauvage finalement. Donc tout ce qui va être la question domination interespèce, tout ce qui touche autour du consentement. Pourquoi aujourd'hui, dès qu'on dit le mot consentement, ils font « Ah, vous nous saoulez avec votre consentement ». Et puis après, on va même aller sur des sujets féministes qui vont être par exemple la charge mentale. Un chien, qui c'est qui s'en occupe, qui c'est qui s'en préoccupe, qui c'est qui va prendre les rendez-vous, qui c'est qui va aller chez le véto, et puis tout ce qui tourne autour de castration, stérilisation, voilà, si le chien il a pris du poids, voilà, tout ce qu'il va falloir mettre en place, comment on fait quand on part en vacances, et puis même on va partir sur des questions parce que ça c'est quelque chose qu'on rencontre souvent, c'est en tant qu'éducatrice canin. Alors moi, je ne suis pas éducatrice canin, même si je fais de l'éducation canine. Étant donné qu'il n'y avait pas de diplôme aujourd'hui pour être éducateur canin, j'arrive jamais à dire que je suis éducatrice. Mais il va y avoir cette question de... il y a un couple qui t'appelle, on te demande d'éduquer le chien, et puis l'homme et la femme, ils vont pas accueillir les informations de la même façon. Il y a aussi le choix du chien. Et en fait, il y a beaucoup de questions autour de l'éducation, mais aussi de ce que ça renvoie sur la personnalité, la virilité, sur la qualité. C'est-à-dire que si tu as un chien qui est réactif, en tout cas, moi, ce que j'ai remarqué, Pauline, tu me diras, c'est souvent l'humain qui est remis en cause. Mais tu es en méthode positive, cherche pas, ton chien, il est mal éduqué à cause de ça. Tu peux pas éduquer un chien réactif ou agressif avec l'éducation positive. Il y a toujours plein de préjugés comme ça. En fait, les sujets, ils sont assez divers, variés, mais toujours un peu centrés autour de la même problématique, quoi. Au niveau du format, on va essayer de faire des épisodes qui vont durer entre 40 et 45 minutes.
voilà, on sera pas sur des formats trop longs pour pas que ça soit trop barbare non plus. Et on a prévu en tout cas de se retrouver avec des lives en dehors des épisodes de podcast pour toutes les personnes qui participeront à notre campagne Ulule. Donc on en parlera peut-être un petit peu après, le fait qu'on ait ouvert une campagne Ulule, mais juste pour dire que les sujets seront ouverts en tout cas à la discussion pour les personnes qui le souhaitent. Parce que je pense que c'est important de donner l'information, mais aussi après de pouvoir en discuter avec les gens. La déconstruction, c'est ça aussi. C'est pas juste je te donne le paquet et tu te démerdes. C'est je te donne le paquet et après, t'inquiète, on en reparle, quoi. Ouais, je trouve ça vraiment intéressant et c'est vraiment cool de s'inscrire dans cette démarche de poursuivre le débat. C'est vrai que c'est pas toujours évident à faire, mais quand on peut initier des choses comme ça, c'est très cool. Justement, tu parlais de la campagne Ulule. Je voulais parler avec vous de l'ambition de ce projet. Donc, vous nous avez dit, il y a d'avoir un impact sur tout cet écosystème qui vous entoure, faire résonner ces sujets-là auprès de vos communautés. Vous avez ouvert une campagne Ulule, il me semble, pour pouvoir produire un livrable après ce projet de podcast. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Donc oui, en effet, on a lancé une campagne Ulule dans le but de financer non seulement le podcast, mais aussi il y a différents paliers en fonction de ce qu'on arrivera à atteindre. Il faut savoir que déjà la production du podcast, elle a un coût, et nous, on a besoin déjà de couvrir ce coût pour pouvoir mettre le podcast en ligne. C'est pas du tout à but lucratif. Nous, on n'est pas rémunérés pour travailler sur ce podcast, donc c'est du temps qu'on prend en plus de nos emplois du temps bien chargés pour le faire. Et notre objectif, c'est pas du tout de nous rémunérer par ce biais-là, mais c'est vraiment de pouvoir produire un podcast de qualité avec un son agréable, de pouvoir aussi communiquer pour que le podcast soit écouté et entendu. Et donc ça demande d'avoir une charte graphique, etc. Donc nous, c'est important qu'on fasse ça avec des personnes qu'on va rémunérer. Et on a tendance à essayer de faire travailler aussi des femmes, puisqu'on sait que c'est plus difficile en tant que femme d'avoir de la représentation et de la visibilité, peu importe le domaine dans lequel tu es. Donc on a aussi cette vision-là par rapport à ce qu'on va proposer avec le podcast. L'idée aussi, c'est en fonction des paliers qu'on va pouvoir débloquer, de pouvoir déjà envisager une prochaine saison pour l'année suivante. Également de pouvoir, à la fin de l'année, compiler les interventions qu'on aura eues pour en faire un livre dans lequel on va pouvoir rassembler toutes les discussions qu'on aura pu avoir tout au long de l'année, les échanges aussi qu'on aura eu avec les gens après ça, donc, notamment avec les lives qu'on propose en contrepartie des participations à la campagne. Les contributions sont libres, vous pouvez choisir de donner un montant qui vous plaira, qui vous conviendra, donc ça peut être juste 1 €, c'est déjà aussi 1000 ou mais dans tous les cas, c'est un moyen de montrer votre soutien. On sait aussi que c'est pas forcément possible pour tout le monde de participer financièrement, et le meilleur soutien que vous pouvez apporter au podcast qu'on va proposer et à tous les podcasts que vous écoutez, dont celui-ci, c'est de les partager sur les réseaux, c'est de commenter sous les posts quand les podcasts sont mis en avant. C'est le meilleur moyen de donner de la visibilité et de soutenir aussi ce genre de propositions. Trop cool. Selon vous, à qui est-ce que ça s'adresse, ce podcast ? Ça, c'est une bonne question. Dans la mesure du possible, j'ai envie de te dire à tout le monde. Après, c'est sûr qu'il y aura des gens qui auront plus de sensibilité à écouter et plus d'intérêt. Les personnes qui ont des chiens dans leur entourage, tous les humains et humaines à chiens, on va dire. Même ceux qui n'ont pas de chiens, mais qui aiment les animaux, quoi. Oui. Donc, après, on espère que ça va s'élargir. Comme on disait, on va parler des animaux en général, même si le chien, ce sera souvent au centre, mais ce sera la condition animale en général. Et vu que ça va parler de consentement, en gros, en très gros, il faut que ça parle à tout le monde. Il faut que toutes les franges de la population puissent y trouver un intérêt. Moi, j'espère qu'il va y avoir des jeunes, voire des très jeunes personnes qui pourront écouter ce podcast, parce que cette question du consentement, comme on n'a pas les heures d'éducation sexuelle ou à la vie sexuelle et affective qui sont censées être programmées chaque année à l'école, comme on sait que c'est difficilement mis en place, si on peut donner des clés, nous, à des très jeunes personnes avec ce podcast, ce sera cool. Et puis pas que aux très jeunes, parce que les questions du consentement, on le voit, dans toutes les générations, c'est une approche différente. Nous, comme le disaient les filles, sur notre déconstruction qui est déjà entamée, voilà, le consentement, on peut en parler, on sait comment en parler. Et encore, je pense qu'on a encore des choses à apprendre et des réflexions à avoir sur la manière dont on transmet l'information relative au consentement. Mais entre la génération de nos grands-parents, de nos parents, la nôtre et celle après nous,
il y a des approches hyper différentes par rapport au consentement. Donc, je pense que ça pourra donner des clés à plein de gens. Donc, voilà, l'idée, ce serait que tout le monde l'écoute, quoi. Et je pense aussi qu'il y a des gens qui perçoivent un peu ces enjeux-là, mais qui n'ont pas forcément mis encore les mots dessus. Et on espère aussi que le podcast, ça serait une porte vers la découverte de sujets qui existent, en fait, qui sont discutés, qui sont débattus, peut-être même emmenés vers du militantisme, pourquoi pas, osons voir un peu plus loin. Donc, dans le sens où il y a des gens qui pourraient être aujourd'hui un peu en questionnement, se dire « ça, c'est bizarre quand même, ça me dérange » ou « je sens qu'il y a quelque chose qui se joue, mais je m'en rends pas compte ou j'ai pas forcément les mots pour le mettre. » Et nous, on veut aider à mettre des mots sur ça. Donc, pas dans un objectif de culpabilisation, pas du tout, parce que c'est un chemin pour chacun. Ça fait plusieurs fois qu'on parle de déconstruction et personne n'est déconstruit, personne n'a jamais fini sa déconstruction, simplement parce qu'on vit dans une société qui va nous amener des codes, une façon de penser, une façon de se comporter. On peut questionner tout ça, mais ça reste aussi des choses qui vont venir en progressif et toutes les questions peuvent pas être intégrées et traitées en même temps. Ça demande des étapes. Donc si, même ne serait-ce que pour une personne, on est un peu l'étincelle, le début de quelque chose, c'est vraiment déjà énorme. Et c'est tous ces parcours que nous, on a eu aussi finalement par ce biais-là. On l'a vu, hein, chacune avec nos expériences différentes, on a mis le doigt là-dedans. Et de fil en aiguille, on s'est questionné, on a été chercher des informations, on en a parlé aussi avec les gens autour de nous. Et si on peut, nous aussi, du coup, apporter notre pierre à l'édifice par ce biais-là, pour ces gens-là, c'est super. Et aussi d'attirer l'attention des gens qui sont, encore une fois, un peu plus déjà formés sur le sujet, mais qui n'ont pas forcément conscience que ça se joue aussi au niveau des animaux, parce que c'est pas forcément des gens qui sont concernés, soit parce qu'ils n'ont pas d'animaux, soit parce que voilà, ils en ont, mais ils se sont jamais posé la question, et d'emmener à des personnes comme ça le déclic aussi de se dire tiens, les enjeux que j'ai repérés dans la société, finalement, ils se retrouvent aussi avec les animaux. Et dans le milieu de l'éducation canine, il se passe quelque chose, parce qu'il se passe quelque chose dans le milieu de l'éducation canine. C'est quand même une réalité qui n'est pas forcément la même que dans d'autres milieux, en fait. Il y a quelque chose qui se joue sur ces méthodes tradies, méthodes positives, sur ces façons d'envisager le chien. Et c'est très, très représentatif de ce qui se joue dans d'autres endroits. Et je pense que c'est un endroit où il y a un nœud un peu, où on recoupe toutes ces questions, toutes ces problématiques, et de pouvoir venir défaire un peu le nœud, de tirer la ficelle d'un côté comme ça et de dérouler un peu la pelote par un bout puis par un autre pour essayer de voir un petit peu plus ce qui se cache au milieu. Je pense que c'est très intéressant aussi, et en tout cas c'est ce qui nous motive aussi, c'est d'amener une autre approche de ces questions-là et d'en faire la mise en lumière, en fait. Pour ma part, mon souhait, en tout cas, la cible, je sais pas, parce que, en tout cas, dans mon entourage proche, je pense que personne n'écoutera le podcast, mis à part des copines, ma meilleure amie peut-être, mais dans mon entourage proche, c'est clair que personne n'écoutera ce podcast. Mon but, c'est d'élever la voix, de donner de la voix, comme on dit dans le milieu féministe, c'est-à-dire vu que tout mon entourage ne veut pas m'écouter et que ce que je remarque, en tout cas, dans le milieu de l'éducation canine, dans le milieu du cheval, dans le milieu des laboratoires scientifiques, dans le milieu de l'agriculture, tout ce que j'ai vu et que je peux dire à personne, parce qu'en fait, je suis devant des murs à chaque fois. Le but du podcast, c'est que la voix, elle s'élève au-dessus du mur pour atteindre des personnes qui ont envie de savoir, les personnes qui vont manger des animaux, qu'elles sachent vraiment en fait ce qui se passe avec les animaux, comment les animaux sont élevés, comment les animaux sont abattus et pourquoi on fait ça. Enfin voilà, c'est des sujets qu'on va aborder aussi, hein. Et en fait, le but du podcast, c'est d'enlever les cloisons entre il y a les véganes, les véganes extrémistes, il y a les ultra positifs extrémistes, il y a les féministes extrémistes. Mais en fait non, c'est juste qu'il y a des gens, ils sont hyper perturbés parce qu'ils apprennent la vérité, ils ont pris conscience de quelque chose, mais dans une case. Donc, il y a toutes ces cases différentes. Moi, ce qui m'a amené à toute cette réflexion, c'est le chien. Et je pense que c'est pour ça que mon amour restera toujours inconditionnel pour les chiens. C'est que c'est eux qui m'ont fait comprendre qu'ils avaient des émotions, qu'ils étaient des individus uniques, qu'ils avaient des réactions, du coup, et ils m'ont fait comprendre qu'on pouvait mettre en place des méthodes sans violence, non violente pour de l'éducation, et que si des chiens devenaient réactifs, agressifs, c'était parce qu'ils avaient des émotions qu'ils ne savaient pas gérer, et que la meilleure façon de les aider, c'est justement de nous, êtres humains,
ne pas être violent avec eux. Et ça m'a fait comprendre comment après ça fonctionne avec les humains. En fait, ça a été ma porte d'entrée. C'est vraiment, ça a été ma porte d'entrée de ah ouais, donc les chiens m'ont expliqué ça. Grâce à eux, j'ai compris ça. Et grâce à Juliette, parce que voilà, Juliette, celle qui est avec moi dans Danse avec ton chien, elle est vraiment aussi à l'initiative de toute ma déconstruction et de ma découverte. Je me suis rendu compte par rapport au milieu humain, entre humains, pourquoi ça avait tant clashé dans tous les endroits où j'ai été travailler, pourquoi les gens ils étaient aussi malheureux, pourquoi ils étaient aussi méchants les uns envers les autres. Et puis avec les chevaux, parce que à la base je viens du milieu du cheval, et pourquoi ça m'a toujours tordu les tripes en fait, de voir comment les chevaux ils sont traités dans les centres équestres, sur les compétitions. On leur met 3 kilos de métal dans la bouche, on leur met, tu vois, ils se placent pas bien, on va leur mettre que des choses qui vont contenir. Il y a des fils dans tous les sens, t'as du métal partout, plus le cheval va être réactif, plus il va être contraint. Et puis t'as le milieu des courses, quoi, qui est juste un milieu monstrueux. Et puis après, j'ai eu des enfants. Et en fait, heureusement que mes chiens m'ont expliqué avant comment ça se passe. Parce que finalement, moi, ce qui m'a vachement perturbée en tant que jeune maman, c'est de voir à quel point les enfants, on essaye vraiment de les construire selon les codes de la société. Et après, tu vois, quand tu es adulte, tu es obligé de te déconstruire. Et je me suis dit, en fait, c'est là où il faut agir. C'est qu'il faut expliquer aussi aux jeunes parents ou aux futurs parents, donc à la nouvelle génération, qu'il ne faut surtout pas éduquer les enfants comme nous, on a été éduqués, avec les codes avec lesquels on a été éduqués, dans la société patriarcale dans laquelle on a été éduqués. Pour que le monde de demain il aille mieux, en fait, il faut, comme disait Margot, si le podcast il pouvait être écouté par des très jeunes ou par des futurs parents, par exemple, ou des jeunes parents, ça peut être vraiment génial, parce que je pense que ça peut donner plein de clés pour une vie beaucoup plus harmonieuse, avec les humains, avec les animaux, avec la nature. Et j'espère vraiment que le podcast il sera écouté par un maximum de personnes, quoi. Ce que disait Pauline, qui rejoint ce que disait Julia, c'est qu'en fait, il y a tellement d'axes, tellement de portes d'entrée à ce projet, parce que ça recoupe tellement de choses différentes, que y a moyen pour plein de gens d'y trouver un intérêt et de découvrir, du coup, d'autres axes de réflexion et de tirer avec nous d'autres fils de la pelote, quoi. Donc, on va espérer une très, très grande cible. Très large. L'univers. C'est tout ce qu'on vous souhaite, en tout cas. C'est vraiment, vraiment un très beau projet. Et je suis ravie de pouvoir mettre en lumière ce projet, parce que il me touche particulièrement, vous l'aurez compris. Et parce que je trouve que dans mon métier d'éducatrice comportementaliste, c'est une question, c'est des sujets, des graines qu'on plante en fait, au fur et à mesure des suivis des gens qu'on accompagne. Et je trouve ça génial. Moi, en ce moment, j'ai beaucoup de jeunes retraités dans mes clients. Et c'est assez rigolo de parler de ces sujets-là, parce qu'il y a une façon de les amener qui serait complètement différente par rapport à celle qu'on pourrait amener avec d'autres tranches d'âge. Et c'est hyper intéressant en fait d'aborder ces sujets-là, de planter ces petites graines et d'avoir des retours et de voir de séance en séance que il y a des petits trucs qui se sont passés quand même, et des petites choses qui ont évolué. Donc je trouve ça très très chouette d'aborder ce sujet encore une fois, et je souhaite une très très longue vie à ce projet. Pour passer un peu à la partie conseil, qu'est-ce que vous diriez, ou quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui, en écoutant cet épisode-là, se sent particulièrement concerné par ces sujets-là, aurait envie d'agir, peut-être de rejoindre un peu le mouvement? Qu'est-ce que vous lui dites à cette personne? Pour quelqu'un qui aura envie de commencer à découvrir plus tout ça, déjà c'est de suivre le podcast. Je pense que ça va être la première chose que j'ai envie de vous conseiller de faire. Dans chaque podcast, on s'efforcera le plus possible, je pense, de donner des références aussi en fonction des sujets, parce que c'est important aussi d'être sourcé dans ce qu'on donne comme info, et on vous renverra à chaque fois vers des gens qui sont compétents sur les sujets qu'on va aborder, et qui pourront encore plus approfondir les sujets si ça vous intéresse. Si ce qui vous intéresse le plus, ce qui vous fait plus écho dans tout ce qu'on vient de dire, c'est le sujet du féminisme, il y a tellement de ressources aujourd'hui qui sont disponibles. Et tout à l'heure, je parlais il y a 10 ans, quand on voulait se former dans le chien, il n'y avait pas grand-chose. Et c'était un peu pareil avec le féminisme, c'était un petit peu compliqué. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont une source incroyable de connaissances et d'apprentissage et de rencontres avec des gens qui ont de l'expérience, parce que
le militantisme, c'est un vrai métier, même si Margot tout à l'heure disait que c'était bénévole, et c'est problématique aussi parce que c'est un autre sujet, mais il y a des gens qui fournissent un contenu qui est d'une qualité qui est digne d'universitaires ou de chercheurs, hein, et qui ces contenus-là sont disponibles sur plein de réseaux. Donc il y a la partie recommandation après. Moi, je pourrais recommander un petit peu aussi des choses à ce niveau-là. Mais vraiment, c'est d'aller chercher sur pourquoi ça vous fait écho et qu'est-ce que vous aimeriez mieux comprendre, en fait. Et les ressources, elles viendront par le podcast, elles viendront par vos recherches. Mais c'est aujourd'hui des sujets qui sont largement couverts, on va dire, par des gens qui sont experts sur ces domaines, et je vous encourage vraiment à aller chercher ça, quoi. Moi, mon conseil, c'est un conseil parce que personnellement, je l'ai vécu un peu violemment. Si vous découvrez un petit peu tout cet univers, que vous commencez à ouvrir les yeux sur ce qui se passe vraiment dans la société autour de vous, protégez-vous. Protégez-vous parce que les premières étapes sont assez violentes, je trouve, en fait. Quand on se rend compte vraiment. Quand on se rend compte vraiment que ce qu'on a subi, que oui, on a subi des choses, parce que vous allez forcément vous en rendre compte en écoutant ce podcast. Vous allez vous rendre compte que vous avez fait subir des choses. Et ça, moi, dans mon métier, par exemple, je me rends compte avec des clients qui ont des chiens et qui disent « Oh là là, mon Dieu, mais comment j'ai pu faire ça à mon chien, quoi ?» Ce qui va être important, c'est déculpabilisez-vous, parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est déjà énorme. Le premier pas d'écouter le podcast de Claire ou le nôtre, c'est déjà un premier pas et c'est énorme. Félicitez-vous, soyez bienveillants avec vous-même. Allez à votre rythme, vous mettez pas la pression, faites attention vraiment à votre santé mentale. Je dirais que parfois il faut des paliers. Voilà, il faut des paliers, il faut des sas où vous allez complètement lâcher, vous reviendrez un petit peu après. Il faut le temps de digérer. C'est des gros morceaux en fait, c'est comme des grosses patates que vous allez avaler. Et la grosse patate, si elle n'est pas mâchée, ça se digère lentement. C'est belle image, hein. Moi, je suis spécialisée dans les belles images. Ce qui me semble important, c'est que c'est ça. En fait, dans la déconstruction, il y a différentes étapes. Et ça, c'est important. C'est que on utilise beaucoup le mot déconstruction parce que pour moi, quand tu vas récupérer cette information, d'abord, tu vas toujours être un peu dans le déni, dans « oui, mais pas moi » ou non, mais peut-être pas ». Et puis finalement, tu vas commencer à réfléchir et tu vas commencer à regarder en fait la vie différemment. Et le truc, c'est que, en tout cas, moi, ça me l'a fait. Dans la société, j'ai commencé à me sentir assez mal avec beaucoup de personnes parce que toi, t'évolues, toi, t'avances, mais les autres, ils restent sur place. Et du coup, tu te sens un petit peu isolé quand tu commences ta déconstruction parce que tu peux pas parler de tout ce que toi, tu t'es rendu compte avec des personnes qui n'ont pas envie de recevoir l'info ou qui sont pas encore prêts à commencer la déconstruction. Et ce moment, c'est le moment où vraiment, il faut chercher des alliés. Alors, ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être dans des associations féministes, ça peut être dans des associations de protection des animaux, mais aller chercher des gens qui vont être dans la même démarche, peut-être à des niveaux différents, mais dans la même démarche de vouloir comprendre et de vouloir être dans cette déconstruction. Et c'est là où, en fait, quand vous allez rencontrer des personnes qui vont être dans cette démarche-là comme vous, que vous allez enfin vous sentir mieux, parce que déjà, vous allez vous sentir comprise ou compris, et vous allez pouvoir commencer à échanger et à développer, en fait, votre réflexion. Vous allez peut-être pouvoir commencer à lancer des projets comme ce merveilleux podcast. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, et ça s'est fait parce qu'il y a eu aussi beaucoup d'événements qui sont arrivés en parallèle. Et ça s'est fait aussi pendant ma déconstruction à moi. Là, je parle que de moi à ce moment-là. Et ça me fait évoluer. Et c'est aussi l'intérêt de ce podcast, pour moi, c'est de le partager avec des femmes que j'admire, que j'adore, avec qui je me sens en sécurité et avec qui on a des conversations intelligentes et constructives qui ont un vrai but d'éducation et de pédagogie auprès d'une population qui sera prête à l'écouter. Donc voilà, moi, mon conseil, c'était vraiment la bienveillance envers vous-même, la déculpabilisation, et puis protégez-vous et cherchez des alliés. Voilà. Moi, mon conseil, je pense que ça aurait été aussi entourez-vous. Donc, dans la même idée que Julia. Et puis, finalement, ça rejoint aussi ce que Pauline disait par rapport aux choses qu'on peut trouver, notamment en ligne, au travail de militante qui est fait et qui est disponible, notamment via les réseaux. Mais ouais, entourez-vous. Et si vous pouvez, entourez-vous IRL, comme on dit, dans la vraie vie, avec des vrais humains que vous pouvez voir et toucher, parce que des fois, c'est chouette.
d'avoir des relations en dehors des écrans. Et entourez-vous de gens qui sont dans la même dynamique que vous, comme disait Julia, parce que c'est vrai que c'est important de sentir qu'on mène une lutte et que voilà, on a des objectifs et des envies. Donc de la déconstruction, comme elle le disait Julia déjà aussi, et Pauline, c'est violent, c'est douloureux. Essayer de faire entendre à notre entourage ou à des gens qu'on croise que ça c'est pas ok, ça c'est sexiste, ça c'est raciste, ça c'est homophobe. C'est douloureux et c'est long aussi, et ça peut faire perdre beaucoup de temps. Donc d'avoir des moments avec des gens qui sont dans la même dynamique que vous, dans le même processus de déconstruction, dans la même envie un peu d'abolir un système tout pourri, c'est vraiment très agréable, quoi. Et ça donne beaucoup d'énergie pour continuer et aller plus loin dans ce qu'on entreprend, quoi. Et je pense que c'est la force aussi des... Là, je parle de mon côté militante, mais c'est la force aussi des collectifs féministes. En tout cas, voilà, c'est juste pour dire que tout ça, ces moments-là, avec des gens qui sont dans les mêmes luttes que nous, c'est agréable, donc entourez-vous. Et juste un dernier petit mot, c'est ne vous battez pas tout seul directement contre les oppresseurs. Voilà, par exemple, en ce moment, dans le monde du chien, il y a des gens qui sont en train de perdre toute leur énergie à essayer d'attaquer directement en commentaire sur les réseaux sociaux des gars hyper malveillants qui prônent la domination. Eux, ça leur donne de la visibilité. Vous, ça vous épuise. Ça, ne le faites pas. Ça sert à rien. C'est pas en y allant frontalement sur eux que les choses changeront. Il faut le faire avec des alliés, il faut le faire avec des collectifs, il faut le faire de façon intelligente et bien entourée. Et surtout, il faut le faire toujours en se préservant. Voilà. Et moi, je voudrais encore rajouter un petit mot. Une fois qu'on a changé de lunettes ou qu'on enlève ses lunettes et qu'on voit les choses autrement, on ne peut plus jamais revenir en arrière. C'est comme avec les méthodes positives. Une fois qu'on a le déclic, quand on passe de je ne sais pas grand-chose à je découvre, on ne peut plus ne plus voir, en fait. Et ça peut être, comme vous le disiez, les filles super violents, super douloureux. Et en général, on passe par un stade où on est en colère de ce qu'on a vécu, en colère de ce qu'on a fait vivre aux autres aussi, comme Julia le disait à très juste terme. Et je pense que ça, c'est important d'entendre aussi que quand on est une femme, on a le droit d'être en colère. La colère, c'est pas une mauvaise émotion. C'est pas non plus l'apanage de ces messieurs qui aiment bien se fâcher tout rouge pour dire à quel point on est incompétente et qu'on est vraiment très nulle. On ne veut pas, bien sûr, nous partir que sur cette façon-là de voir les choses ou de penser, parce que la colère, c'est fatigant, la colère, c'est épuisant. Mais la colère, elle nous appartient aussi. Et sur la définition de Madame Aduchien, on s'est tout un peu défini. Donc moi, ma définition, c'est optimiste en colère. Et c'est une conversation qu'on a eue au début avec Julia, où elle me dit « Ah oui, moi, j'ai pas envie de secouer les gens quand même, on va pas non plus être trop vilaine et tout. » Et je dis « Mais non, mais moi, j'ai la rage, en fait. Moi, je suis énervée. Donc on a le droit d'être en colère. » Et il y avait cette image des féministes extrémistes, les terribles féministes extrémistes qui veulent abolir le patriarcat. C'est vrai que c'est terrible. Tellement de dangers, tellement de morts chaque année à cause du féminisme. Alors, beaucoup de sarcasme, je le précise quand même. Mais voilà, le féminisme n'est pas un danger pour personne, là où d'autres courants de pensée le sont beaucoup plus. Et voilà, être en colère, c'est ok, pas être d'accord, c'est ok, et on a le droit de dire crotte, on a le droit de pas vouloir débattre avec les gens, on a le droit de pas être d'accord, et aussi de, comme vous le disiez si bien, de se préserver et de dire bah non, mais on n'est pas d'accord, mais en fait ça m'intéresse pas de parler avec toi, parce que cette énergie qu'on va mettre là-dedans, elle se perd dans les limbes du rien du tout, en fait. Enfin, c'est l'expression même pisser dans un violon. Je pense qu'elle peut pas être plus judicieuse que là. Ça sert à rien. Mettez l'énergie là où elle va être utile. Et je pense que tous ceux qui ont vécu le truc de découvrir les méthodes positives, quand vous avez eu ce truc-là de se dire « Ah, je vais convaincre la terre entière, je vais le dire à tout le monde, je vais parler à tout le monde de ça, faut que tout le monde le sache et tout. » Et moi, je sais que ça que je l'ai fait, et pareil, je me suis épuisée. Et maintenant, je parle aux gens qui ont envie d'écouter ça, et qui sont d'accord avec moi tout le temps, parce que parler avec que des gens qui sont d'accord avec nous, ça sert à rien. Mais des gens qui sont moins dans la même vision et dans la même façon de voir les choses. Et tout à l'heure, Margot parlait aussi des différentes formes de féminisme, et peut-être que si vous êtes un peu débutant dans le sujet, c'est peut-être un truc dont vous ne vous rendez pas forcément compte. Tout comme dans l'éducation canine, en féminisme, il y a plusieurs façons d'aborder les choses qui sont liées intrinsèquement aux valeurs qu'on porte en fait en nous. Voilà, c'est à chacun de trouver midi à sa porte, bon, je pense, par rapport à ça. Mais attention aussi vers quoi vous vous orientez.
et d'essayer de bien vous renseigner, quoi. Il y a différents courants, on va dire, et le nœud du problème se situe de voilà, qui sont vraiment les femmes, qu'est-ce qui est vraiment une femme, et qui a le droit ou pas de se revendiquer du féminisme, et qui est-ce qu'on inclut ou pas dans nos luttes. Et c'est un sujet passionnant qui est très large, mais c'est aussi des choses auxquelles vous pouvez vous retrouver confrontés quand vous allez commencer à vous pencher sur le sujet. Tout comme en éducation, beaucoup de gens se disent « mais je sais pas, je comprends pas vers qui me tourner, j'ai tellement de conseils contradictoires, des choses, machin, dis ci, bidule, dis ça ». Et c'est vraiment aussi de s'écouter soi et de se dire « mais attends, qu'est-ce qui est important pour moi ? Et quelles sont mes valeurs à moi ? Et qu'est-ce qui parle à mes valeurs dans ce que j'entends ?» Et c'est la meilleure façon d'aller vers ce qui va le plus nous correspondre. Ça fait beaucoup de conseils. Très bien, mais c'est hyper intéressant, donc merci beaucoup de nous avoir livré tout ça. Est-ce qu'il y a des ressources que vous aimeriez partager à nos auditeurs ? Moi, je voudrais recommander des comptes féministes que je suis. Je voudrais recommander 3 comptes féministes. Voilà, je suis gourmande, mais j'en recommande 3 aujourd'hui. 2 comptes qui s'appellent « Je suis une sorcière », le compte Mécréante et le compte Olympe Rêve. Donc, c'est 3 comptes que vous pouvez retrouver sur Instagram qui proposent un féminisme très pointu, militant et en même temps extrêmement pédagogique et que je vous encourage à suivre si vous ne le faites pas déjà. Et voilà. Alors, ça risque de vous bousculer un peu parfois aux entournures, mais c'est aussi l'idée, donc profitez. Alors moi, je vais conseiller 3 chanteuses que je surkiffe. Même 4, allez. Allez, 4, qui sont des chanteuses féministes qui m'enflamment à chaque fois que je les écoute et que je trouve juste hallucinantes. Et j'aime beaucoup Louisa Donna. Pareil, vous pouvez la retrouver donc, sur Instagram. C'est une psychologue qui s'occupe surtout des violences faites aux femmes et qui chante des textes qui sont très puissants et qui permettent en fait d'extérioriser notre rage et notre colère en les écoutant. Il y a Kalika qui est juste une bombe atomique au niveau de la musique et qui fait vraiment du son génialissime. J'aime beaucoup Sopical qui est Made in Land. Made in Land plus ou moins, c'est-à-dire c'était une personne qui était dans les Landes et qui fait du rap. On n'a pas beaucoup de rappeuses qui sont mises à la lumière en France et j'aime beaucoup son style qui est dansant et théâtral et j'aime beaucoup ses textes. Et j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps, mais j'aime beaucoup, c'est Suzanne. Et voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et ça m'a permis de pouvoir ressentir des émotions en écoutant leurs textes et de libérer des choses. Et en fait, je trouve que c'est hyper apaisant de pouvoir extérioriser sa colère le temps d'une chanson, de pouvoir crier sur leur chanson, de pouvoir sortir ce que j'ai à sortir. Et après, tu redescends et tu te sens mieux. Alors moi, je trouve que c'est toujours super dur de faire des recommandations parce que tellement de trucs à recommander, tu vois, je peux pas choisir 3 comptes. Pour compléter leur liste, je vais essayer de donner 3 livres. Donc, il y a Le féminisme pour les 99% de Cynthia Azura, Titi Bhattacharya et Nancy Fraser. C'est un petit manifeste assez éclairant sur les liens entre capitalisme et patriarcat et comment les féministes du monde entier doivent s'unir pour arriver à renverser ces 2 systèmes qui n'en sont finalement qu'un. J'ai envie de parler aussi de ce que produit Nora Boisouni. Et notamment, elle a écrit 2 livres. Je sais qu'il y en a d'autres en préparation, mais elle a écrit 2 livres qui mettent au centre les questions de genre en lien avec la nourriture. Donc il y a Stexisme et Féminisme, dans l'autre sens. Féminisme, c'est le premier, et Stexisme, c'est le deuxième, qui sont sortis chez Nourriture Fu. Et c'est juste passionnant de voir dans cet acte de manger tout ce qui se joue, en fait. Et un troisième est l'essai d'Alice Zeniter qui s'appelle « Je suis une fille sans histoire », que j'ai envie de relier au livre de Titiou Lecoq aussi sur les oubliés de l'histoire, qui parle de la place des femmes. Alors Alice Zeniter dans la littérature en général et Titiou Lecoq dans l'histoire, quoi. Comment les deux en fait montrent comment les femmes sont effacées sans arrêt ou reléguées à des rôles mineurs, quoi, et comment on a fait des femmes en fait les personnages secondaires à chaque fois. Donc voilà, ce serait ça mes recommandations a priori. Top, trop cool. C'est hyper complet, en plus on a un peu de tout, donc c'est génial. Est-ce qu'il y a une personne, un invité que vous aimeriez entendre prochainement au micro de la niche ? J'aimerais beaucoup entendre Sophie,
donc Sophie Bourdon, qui travaille un petit peu pour Danser avec ton chien, mais qui est surtout toute son entreprise à elle, qui s'appelle Anime Apaise, qui en fait fait de la médiation par l'animal et qui est instructrice en medical training. Et j'adore en fait la façon dont elle traite ses chevaux, dont elle traite ses chiens, sa douceur, sa bienveillance. Et je pense que de parler du medical training, de l'entraînement aux soins, du consentement, elle serait une personne excellente et je pense que ça pourrait être super intéressant. Et il y a une autre personne qui fait un travail extraordinaire qui s'appelle Loanie Rousseau. Je ne sais pas si tu la connais, du coup, Claire. Loanie Rousseau, et elle a un compte qu'elle a créé qui s'appelle Un chien au collège. En fait, elle est professeure. Alors, je me trompe toujours dans la façon de dire, mais elle travaille dans les sections inclusives pour les élèves qui sont en difficulté. Et en fait, elle a fait des démarches auprès du rectorat pour pouvoir intégrer ses chiens dans la médiation auprès de ses enfants, et donc elle aide énormément les enfants avec ça. Top. Vas-y Pauline, du coup tu voulais enchaîner sur une personne à inviter dans le podcast. Oui, une personne que j'aimerais entendre dans le podcast, même s'il y a beaucoup de gens qui sont déjà passés dedans, que je trouve ça trop cool qu'ils soient déjà passés. Ça serait Aline de Feed the Borderline. Donc Aline, elle est en Belgique. Et sa spécificité, c'est le travail, la préparation physique des chiens, le canicross. Et c'est aussi une personne d'une compétence et d'une douceur incroyable. Elle a en plus une voix magnifique qui passerait très bien dans le podcast. Donc j'espère l'entendre bientôt ici et pouvoir profiter de ses douces paroles. Trop bien, c'est noté. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on redirige les auditeurs qui souhaiteraient suivre du coup le podcast et puis vos travaux à titre individuel ? Chères auditrices, si ce projet de podcast Madame a du chien et toute cette aventure vous intéresse et que vous avez envie de participer activement, voire même financièrement, n'hésitez pas. La campagne Ulule, elle est jusqu'au 24 février et vous pouvez donc participer jusqu'à cette date-là. Et partager. Liker, commenter et venir nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux. Et voilà. Merci beaucoup. Merci. Pour le podcast, je pense qu'on va être très active sur Instagram et Facebook, principalement, parce que vu qu'on le fait vraiment à titre bénévole et informatif, c'est compliqué de s'égarer sur les différentes plateformes des réseaux sociaux. Ensuite, pour les travaux que moi je mène, parce que j'en mène plusieurs, j'en ai sur les chevaux, si ça intéresse les gens, ça sera sur le compte Liberté Positive. Pour tout le travail autour du chien, de l'apprentissage, de l'entraînement aux soins, du dog dancing, ça va être Danse avec ton chien. Et voilà. Donc, si vous voulez voir ce que je fais moi plus particulièrement, donc vous pouvez taper Pauline de Barba ou Décliquer des chiens dans votre meilleur moteur de recherche, et vous pouvez me retrouver sur Facebook, Insta et sur YouTube, où j'ai également une chaîne sur laquelle je publie des vidéos, un peu moins en ce moment, mais ça va revenir, donc voilà, vous pouvez aussi me retrouver là-bas. Toi Margot, on te retrouve où ? Et moi, on me retrouve où ? Sur Instagram surtout, avec mon compte pro donc de M'entends-tu. Je suis pas hyper active, mais allez vous abonner, ça ferait toujours plaisir. Et ensuite, n'hésitez pas à suivre le compte de Team Sama, donc T-E-A-M comme une équipe en anglais, et Sama, S-A-M-A. Il y a le site internet aussi, teamsama.org. Voilà pour une partie de ce que je fais. On dit aux gens aussi de réserver le premier week-end de septembre parce qu'il y aura le festival EB à Mont-de-Marsan organisé par la Team Sama. Hop, hop, hop. Oh, voilà. Non, ça va être un très grand festival où le chien aura aussi sa place. Il y aura des projets chiens, mais voilà, ça sera un très, très, très beau festival. Ça sera la 3e édition et franchement, ça vaut le détour. C'est exceptionnel. Et les Landes, c'est exceptionnel. Et le site où on le fait, c'est exceptionnel. Tout est beau. Même les gens sont beaux et tout, c'est parfait. Super. Eh ben, merci beaucoup, toutes les trois, d'être venues parler de ce beau sujet et de ce beau projet. Je suis vraiment ravie d'avoir pu échanger avec vous là-dessus. Donc, un grand merci à vous toutes. Et puis, longue vie à Madame a du chien. Et surtout, gloire aux chiennes. Et au chat. Et au chat.
Merci beaucoup de vous être rejoints à ma conversation avec Julia, Pauline et Margot et de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant @madamaduchien et @lanicheaventure. Pour enrichir votre écoute, ne rien rater des prochaines sorties et pourquoi pas vous faire accompagner dans l'éducation de votre chien, n'hésitez pas à visiter mon site, à soutenir mon travail sur Tipeee, à vous abonner à la newsletter et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine!